avez développé la consultation post-réanimation en pédiatrie dans votre centre, un vrai challenge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les étapes à franchir pour mettre en place cette consultation ? Alors la création de la consultation, elle s'est faite déjà grâce au parcours universitaire que j'ai eu en faisant le master en pratique avancée. Et au cours de ce master en pratique avancée, j'ai fait un travail de recherche sur la différente typologie des suivis qui étaient proposés à l'international. Et ça m'a permis de découvrir le syndrome post-réanimation, l'impact de la réanimation chez l'enfant et de l'intérêt de pouvoir proposer un suivi. Et dans la revue de la littérature que j'ai fait, du coup, j'ai pu découvrir que certaines unités à l'international pouvaient proposer des suivis, un nombre infime. Mais finalement, ça m'a permis en fait vraiment de me questionner. Et dans la pratique avancée, il y a une des missions qui est essentielle et fondamentale, c'est la consultation, l'activité de consultation clinique des infirmiers en pratique avancée. Donc un vrai challenge pour moi, du coup, de se dire, je reste rattachée à mon unité de réanimation, parce que c'est dans mon domaine d'expertise et de compétences. Comment je peux, moi, être infirmière en pratique avancée en réanimation ? Du coup, finalement, la consultation était un vrai levier pour moi de pouvoir rester au sein de mon unité et de créer cette consultation post-réanimation à l'hôpital Robert Debré. D'accord. Du coup, quelle organisation conseillez-vous ? Est-ce qu'il faut cibler les patients ? Quand est-ce que vous les revoyez ? Alors à la base, la consultation, j'ai vraiment créé sur cette revue de la littérature que j'ai faite au cours du master, qui m'a permis de cibler un peu les patients, qui étaient finalement lesquels étaient plus à risque d'avoir un syndrome post-soins intensifs, de mettre des critères vraiment plutôt maladie, des critères environnementaux réanimation, quel type de médicaments ils ont été utilisés, combien de durée d'intubation. Et on est vraiment resté centré sur les plus à risque et les plus complexes d'avoir un syndrome post-réanimation. Sur la temporalité, j'ai statué aussi en fonction des études que j'avais pu lire et finalement que sur la première année, il fallait un suivi plutôt rapproché, proposé entre 1 à 3 mois après la sortie pour pouvoir dépister assez tôt les difficultés en post-réanimation et le syndrome post-réanimation pour pouvoir orienter le plus tôt possible pour pas que ça persiste dans le temps. Donc au départ, ça s'est construit plutôt comme ça et finalement... maintenant, la consultation, elle a 3 ans d'existence pratiquement. En septembre, elle aura 3 ans d'existence. Le retour des familles et le travail de thèse que j'ai en cours m'ont permis aussi d'avancer un petit peu dans cette réflexion qui est que le suivi, en fait, finalement, toutes les familles tous les enfants devraient pouvoir en bénéficier parce que c'est plutôt le fait de passer les portes de la réanimation qui est le dénominateur commun pour tous les enfants à risque de faire un syndrome post-réanimation. Et que, en fait, le suivi doit aussi se partager avec les familles et les enfants. Donc avec certaines familles, finalement, on se voit de manière assez rapprochée dans des périodes qui sont peut-être un peu plus sensibles ou plus à risque, comme la période hivernale pour un enfant qui a fait une bronchiolite et qui a été en réanimation dans le cadre d'une bronchiolite, ou à l'inverse, des familles qui, sur la première consultation, se sentent bien, se sentent à l'aise et se disent que finalement, en fait, on va bien et on n'a peut-être pas besoin de ce suivi, en s'assurant évidemment qu'il y a un relais en ville s'ils ont besoin et qu'ils ont quand même un réseau qui est assez solide pour eux s'ils avaient besoin. La consultation, là, depuis 3 ans, elle évolue vraiment différemment et on a un projet de recherche qui est actuellement en cours dans l'unité qui s'appelle Après la réa, où là on a fait le challenge de se dire en fait on inclut tous les patients à partir de 3 jours de réanimation. Donc là ça nous permet d'élargir un petit peu et de voir finalement tous les patients devraient pouvoir bénéficier. Et qu'est-ce qu'on aura dans le retour de cette étude l'impact physique, l'impact émotionnel, l'impact sur l'enfant et sa famille en post-réanimation. Très bien. Alors Delphine, vous êtes infirmière en pratique avancée, mais c'est vrai que c'est une denrée rare encore malheureusement en réanimation pédiatrique. Alors quelles autres professions peuvent faire ces consultations ? Ce qui est important dans cette consultation, c'est c'est l'impact clinique et l'impact médical qu'il peut y avoir sur l'enfant, sur ses organes, sur son corps. Donc ce qui est important, et les familles ont besoin de ça pour se rassurer aussi. Donc c'est vraiment important d'avoir quand même un professionnel qui sera même d'assurer un examen clinique, de pouvoir ausculter, de pouvoir accompagner, de pouvoir peser. Donc c'est sûr que le corps médical est important. L'infirmière en pratique avancée, le levier qu'on a, c'est qu'on peut réaliser ces examens cliniques. Mais une infirmière qui peut avoir un protocole de coopération, par exemple, qui est formée à l'examen clinique, on peut envisager qu'une infirmière puisse, en ayant un accompagnement, un tutorat avec un médecin, pouvoir ou faire des consultations en binôme, mais potentiellement faire parfois des consultations en alternance. Et ensuite, dans ce type de suivi, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment les complications en post-réanimation, elles sont vraiment multidimensionnelles et du coup, ça peut toucher
beaucoup de dimensions de l'enfant et de sa famille. Donc c'est vrai qu'aussi pouvoir intégrer une psychologue, si c'est faisable au niveau de l'institution, ce serait très intéressant. Des psychomotriciennes, des kinés. Il peut y avoir vraiment un nombre de professionnels qui se rattachent à cette consultation, mais c'est vraiment en fonction des besoins des unités. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, en tout cas, de pouvoir penser au corps paramédical, que ce soit les infirmiers ou les aides-soignants, parce que l'approche patient, l'approche du corps et la relation qui est établie en réanimation est aussi un peu différente quand il rencontre ces professionnels au cours d'une consultation. Très bien. Alors, on en rêverait tous de la mettre en place, cette consultation. Ce n'est pas si facile. Alors, quels sont les principaux obstacles qu'on rencontre à la mise en place de cette consultation et comment les franchir peut-être ? Alors, les principaux obstacles, ça va être que l'institution et les professionnels qui exercent dans les hôpitaux voient la réanimation qui passe les portes de la réanimation. Donc, d'un point de vue organisationnel et logistique, c'est à quel endroit ? Parfois, le box de consultation est une vraie problématique parce qu'il faut pouvoir expliquer l'intérêt, l'objectif, les enjeux d'une telle consultation et de ne pas les faire au sein du service de la réanimation parce que ça peut raviver le trauma. Donc déjà, le lieu est parfois un vrai frein, trouver un lieu de consultation. Il y a des unités qui proposent des hôpitaux de jour. Pareil, défendre ce côté hôpital de jour, il faut pouvoir ramener un peu vraiment de l'argent. Il y a tout ce frein financier et aussi le frein humain, les ressources humaines. Parce que comme c'est une activité qui est plutôt nouvelle, où il n'y a pas de recommandations encore claires et formelles, c'est souvent sur du temps. Quand j'ai interviewé les médecins sur ceux qui proposent du suivi post-réanimation, beaucoup me disent c'est sur mon temps médical de réanimation. Ce n'est pas forcément du temps médical pour faire de la consultation. Donc ça a un impact sur leur quotidien en tant que médecin. Et au niveau infirmier, ceux que j'ai interviewés m'ont dit aussi, il y en a qui aimeraient participer, mais en fait les besoins dans les unités sont tellement importants qu'on ne peut pas détacher des professionnels pour le faire. Donc c'est vrai que les freins les plus importants, ça va être vraiment ce frein humain. Alors après, c'est des professionnels qui sont ultra motivés et qui souhaitent vraiment mener à bien cette consultation et qui donnent vraiment de leur personne pour pouvoir le faire. Et le frein vraiment logistique, à quel endroit on fait ça, comment on peut organiser ça pour le bien du patient aussi, pour éviter qu'il revienne en réanimation et que ce soit dans un lieu où en fait il rencontre tous les autres enfants. Donc ça, les parents le disent aussi. Je suis contente de venir en consultation parce que les autres enfants marchent, les enfants parlent, les enfants rigolent, plutôt que de venir au sein de la réanimation où l'ambiance est... Très bien. Alors, vous les examinez, vous dépistez. Finalement, qu'est-ce que vous dépistez le plus comme problème et est-ce que vous avez, au final, ce dépistage fait, les moyens de les prendre en charge ? Ce que je dépiste le plus, alors ça va dépendre de la temporalité. Sur l'immédiat, c'est plutôt tout ce qui est faiblesse musculaire, sur le physique. Donc ça, finalement, c'est... Je dirais pas simple, mais peut-être le plus simple, c'est de proposer des séances de rééducation avec les kinés, éventuellement des psychomotes et céder des PMI pour les tout petits. Donc ça, c'est une partie assez facile. Après, peut-être la difficulté que je rencontre le plus, c'est d'un point de vue rééducation orthophonique, avec notamment les troubles de la déglutition ou les dysarthries ou les troubles cognitifs qu'il y a en post-réanimation. Donc c'est peut-être l'un des gros points noirs, c'est de pouvoir trouver des professionnels du domaine de l'orthophonie pour accompagner ces enfants et ces familles. Mais aussi parfois les psychologues, que ce soit pour des symptômes à type dépressif, des symptômes de tristesse, des symptômes de stress post-traumatique, parce que les psychologues des hôpitaux ne peuvent pas toujours assurer le suivi des enfants qui sont sortis ou des parents qui sont sortis. Et du coup, pouvoir trouver un relais en ville n'est pas toujours facile. Et pour les familles, le frein aussi financier des consultations des psychologues qui n'est pas négligeable non plus. En tout cas, ce qui est dépisté le plus, c'est vraiment l'impact physique, la fatigue musculaire, la faiblesse musculaire et la fatigue. La relation de l'enfant avec son parent avec un besoin de sécurité beaucoup plus important et le fait de s'assurer toujours que le parent est présent et lui tienne la main. Des troubles de l'endormissement beaucoup avec des cauchemars. Et l'impact psychologique et émotionnel et là, la difficulté de pouvoir les orienter de manière qualitative vers des professionnels de ville. Très bien, c'était vraiment passionnant et prometteur. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie.